Bienvenue à votre rétrospective de la semaine au Canal 4. C'est lundi soir dernier qu'avait lieu à Normandin, en la salle de l'Hôtel de Ville, une réunion des cultivateurs en ce qui concerne le plan conjoint. Après une vive discussion entre les cultivateurs du secteur et les dirigeants de l'UCC, on a pu tirer une conclusion assez curieuse sans ce qui a trait aux fonctions de cette dernière. Eh bien, c'est par sa constitution que l'UCC doit et devrait renseigner les cultivateurs des principaux développements au niveau supérieur de cette industrie, et soit local, régional, ainsi que sur le plan provincial. Contrairement à cette entente, ce sont les cultivateurs du secteur qui ont renseigné ces soi-disant hommes d'affaires et protecteurs des producteurs laitiers. C'est à la suite de cette situation que certains cultivateurs se sont levés et prononcé une vive opposition contre le plan conjoint et dans ces cadres actuels, en disant qu'ils ne paieraient plus leur contribution à cette association. À tous les commerces de Normandin, lors d'une assemblée du bureau de direction de la Jeune Chambre de commerce de Normandin, il a été proposé et adopté à l'unanimité que l'association prenne la charge de réunir les marchands et commerçants afin de promouvoir le commerce dans son ensemble à Normandin. Beaucoup d'entre eux déplorent une baisse considérable de revenus dus à l'influence d'une publicité tapageuse des marchands des villes environnantes, soit par la radio ou par la télévision. Ne trouvez-vous pas qu'il est grand temps de s'unir et de travailler ensemble afin d'inciter les gens à pratiquer l'achat chez nous et en leur montrant ce que nous avons à leur offrir? Et pour cela, tous les marchands et commerçants seront convoqués prochainement à une assemblée générale qui aura lieu en l'Hôtel de Ville de Normandin, et la date de cette importante assemblée vous sera communiquée sous peu. Il est donc urgent de se donner la main pour travailler à un intérêt commun. Selon le président de la commission scolaire régionale, Louis Aymon, M. Rosario Rainville, il serait impensable que le ministère de l'Éducation accepte la polyvalente de Normandin, que la polyvalente, je dis bien de Normandin, emploie de la brique blanche Alba, car le coût serait trop élevé de environ 100 000 $ sous prétexte d'encourager une industrie locale. Si telle chose se produisait, elle pourrait compromettre ou nuire l'érection de cette polyvalente qui est déjà attendue depuis longtemps dans notre secteur. Et au sujet du contracteur principal et de ses sous-contracteurs, s'ils ne sont pas de l'endroit, cela dépend du prix de la soumission présentée par les entrepreneurs concernés. L'on sait que ce sont les plus basses soumissions qui sont acceptées par le ministère. M. Rainville s'en est pris aussi à ceux qui attaquent à tort et à travers les corps publics sans venir vérifier sur place les principales données. L'Association coopérative des loisirs de Normandin, association propriétaire du cinéma Le Foyer, a commencé à remettre l'argent versé par les gens de la paroisse lors de la grande souscription de 1963. C'est en effet le 14 décembre dernier, lors d'une assemblée régulière du conseil d'administration et en présence de 3 souscripteurs spéciaux, 22 noms de souscripteurs ont été tirés au hasard pour un montant global de 1 030 $. L'Association coopérative des loisirs félicite les heureux et profite pour remercier tous les souscripteurs de leur patience et elle souhaite que l'année 1971 apporte des recettes assez fortes pour permettre aux autres remboursements, je dis bien, de quelques milliers de dollars dans les prochains mois. Une assemblée spécialement pour les autoneigistes de Saint-Thomas et dans les environs aura lieu mercredi le 27 janvier 1970 en la salle Radisson de l'endroit. Invitation à tous les autoneigistes de bien vouloir se rendre car il y aura présentation de 2 magnifiques films sur la sécurité en motoneige. À ne pas oublier, pour mercredi le 27 janvier, 8h p.m., en la salle Radisson de Saint-Thomas-des-Dymes. Le cinéma Le Foyer de Normandin mettra à l'affiche un programme entièrement en couleur pour samedi et dimanche prochain, les 30 et 31 janvier. Voyez d'abord La femme infidèle, un film de Claude Chabrol mettant en vedette Stéphane Audran et Maurice Ronet. Également au même programme, 5 gars pour Singapour, un film de grand suspense et de grande action. Ne pas manquer cet excellent spectacle
samedi et dimanche prochain, les 30 et 31 janvier, à votre cinéma Le Foyer. Dimanche prochain, à 1h30, en collaboration avec le comité culturel local et du ministère des Affaires culturelles du Québec, il y aura grand spectacle de marionnettes au cinéma Le Foyer avec la troupe Les Marionnettes de Montréal, dans un conte des frères Grimms. N'oubliez donc pas, pour dimanche prochain, le 31 janvier, à 1h30 p.m., le spectacle de marionnettes au cinéma Le Foyer. Le prix d'entrée sera de 50 cents. Dans les semaines à venir, le Canal 4 aura plus d'informations concernant les paroisses de Saint-Thomas-des-Dymes, Saint-Edmond, Albanel, ainsi que Girardville, et ce grâce à une équipe de journalistes qui seront sur les lieux. Et maintenant, dans le domaine du sport, il y aura partie de hockey dans la Ligue amateur du Nord. Le 29 janvier, le rang Nord visite les Red Stars de Normandin. Le 30 janvier, les Tigres de Saint-Edmond visitent les Apollos de Saint-Thomas-des-Dymes. De plus amples détails vous seront communiqués sur ces équipes du secteur qui, selon les dires de certains spectateurs, les choses se passent très dures et déjà plusieurs punitions se sont fait sentir. Il y aura un grand tournoi de ballon sur glace commandité par Evans Laberge le 29, 30 et 31 janvier à Girardville. Le tirage des équipes se fera mardi le 26 janvier en la salle de l'OTJ. Les équipes peuvent encore s'inscrire en s'adressant à M. Roger Lalancette au téléphone 258-3392. Avis à la population que cette année, Normandin aura son carnaval ainsi que Saint-Thomas-des-Dymes. Donc, syntonisez le Canal 4 pour de plus amples informations. Pour être renseigné au courant et être au courant des principaux faits du secteur, écoutez le Canal 4 et pour tous les groupements qui auront des messages à faire parvenir à la population, soit convocation, avis divers ou toute autre nouvelle, soit sportive, affaires municipales, scolaires ou politiques, composé 274-2003. Eh bien, mesdames, messieurs, le Canal 4 vient de vous présenter une rétrospective de la semaine et à la semaine prochaine. D'ici là, bonjour. Bonjour, nous débutons aujourd'hui une nouvelle série d'émissions qui s'intitule « Œillets et chrysanthèmes ». Le but de cette émission est de vous renseigner sur les différentes méthodes qu'on retrouve en horticulture ornementale. Vous savez que l'horticulture, c'est la science qui s'occupe de la culture des fruits, des légumes, des fleurs et des plantes d'ornement. Alors, au cours de cette émission, nous allons étudier ensemble les diverses méthodes, par exemple, comment on fait pour conserver des belles plantes à l'intérieur de nos maisons, comment on fait pour avoir une belle ornementation dehors, soit par des fleurs, soit par des arbustes, soit par des arbres, ou tout simplement comment on peut s'organiser pour avoir une belle pelouse à peu de frais. Vous savez qu'on dit souvent que l'ornementation, ça coûte cher, c'est complètement faux. On verra ça au cours des émissions subséquentes, que l'ornementation, c'est quelque chose qui peut être très peu dispendieux, à condition de bien vouloir en faire. Alors, comme première émission, disons qu'on va regarder ensemble dans quoi on peut conserver des fleurs ou des plants à l'intérieur. Souvent, on peut aussi bien conserver ça dans une chaudière ou dans une boîte de bois, ce qui n'est pas toujours l'idéal.
Alors, on va regarder ce soir les différentes sortes de pots qu'on a à notre disposition. On a d'abord deux grands groupes de pots qui nous servent pour garder nos plants dans nos maisons. On a d'abord le pot en terre cuite, qui est le traditionnel pot, si vous voulez, qui est fait de terre pressée et cuite, qui est très cassant, mais qui a quand même l'avantage d'être très poreux et qui laisse passer beaucoup d'air à travers les parois, ce qui est très bon pour les racines. Vous avez, comparativement à ce pot de grès, les pots de plastique. Les pots de plastique ont l'avantage d'être beaucoup moins fragiles que le pot de grès, mais par contre ont aussi le désavantage d'être beaucoup moins poreux par leurs parois et, ce faisant, laissent passer beaucoup moins d'air pour, si vous voulez, stimuler la croissance des racines. Parmi les pots, maintenant, on en a de deux hauteurs. On a d'abord la hauteur standard, telle qu'on voit ici, et ce qu'on appelle la hauteur azalée. Vous avez deux pots exactement de même diamètre. Vous savez que quand on parle d'un pot, on le mesure toujours par son diamètre et non sa hauteur. Alors ici, on a exactement deux pots de 6 pouces. Un est beaucoup plus court que l'autre, c'est le pot azalé, alors que celui-ci est le pot standard. Pourquoi maintenant on utilise deux sortes de pots? Bien, le pot azalé va servir surtout, lui, à faire de la culture de bulbes, par exemple bulbes de tulipes, comme vous achetez au temps des fêtes, ou des plantes qui vont demeurer très peu longtemps dans des pots. Plantes qu'on va retrouver au temps de Noël, par exemple, comme les cyclamènes de Perse, les poinsettias ou l'azalée. Alors, qu'est-ce qui nous fait opter pour un ou pour l'autre de ces pots? C'est tout simplement notre préférence et surtout les besoins de la plante. Ça va de soi qu'on en a de différentes grandeurs. Vous avez ici le plus petit pot qu'on peut retrouver, disons, en plastique. C'est un petit pot de 1 pouce ou 1 pouce et quart de diamètre. Alors, nécessairement que vous ne planterez pas là-dedans un palmier ou un oranger. Alors que vous pouvez monter jusqu'au pot de 14 pouces, les plus gros, comme ici, qu'on a soit en plastique ou en terre cuite. Disons que les pots de terre cuite ne se fabriquent pas dans les tout petits pots là, de 1 pouce ou 1 pouce et quart, mais ils vont se fabriquer jusqu'à 14 pouces ou 16 pouces dans les gros pots. Vous avez maintenant sur le marché une autre forme de pot qu'on appelle le pot de tourbe. Le pot de tourbe, en fait, vous l'avez peut-être connu sous le nom de pot de papier mâché. En fait, c'est de la tourbe pressée, à l'intérieur de laquelle tourbe on a inclus un engrais la plupart du temps. Alors, l'avantage de ce pot-ci, c'est que si, par exemple, à l'intérieur d'une maison, vous semez des concombres ou des tomates pour les cultures plus hâtives, vous placez à l'intérieur de ce pot de tourbe le plant qui est repiqué, c'est-à-dire qui est transplanté, et au moment de la plantation dehors, bien, vous mettez directement le pot de tourbe en terre. Alors, ça évite à ce moment-là de briser les racines et ce pot-là, à la longue, va se décomposer. Les racines vont tout simplement passer au travers de ce pot de tourbe et en même temps vont être capables de puiser de l'engrais. Maintenant, qu'est-ce qui détermine la grosseur d'un pot? Ce qui détermine la grosseur d'un pot, en fait, ce sont les besoins de la plante et surtout la grosseur de son système radiculaire. Imaginez-vous, par exemple, que vous avez besoin de transplanter un palmier ou un cactus. Bien, on sait que le cactus est une plante qui pousse très lentement et qui exige d'avoir des conditions quand même assez régulières qu'on parlera dans les émissions qui vont suivre. Bien, le cactus, il serait impensable, à moins d'avoir un très, très gros cactus qu'on aurait été chercher dans les déserts, de planter ça dans un pot comme celui-ci, un pot de 10 pouces. Alors, on choisit à ce moment-là un pot qui est beaucoup plus petit, soit un pot azalé ou un pot standard de 6 pouces peut-être, ou même moins, d'un pot de 4 pouces, comme on peut retrouver ici, sous forme carrée. Mais on peut avoir le même pot de 4 pouces sous forme ronde, lequel pot peut nous servir à transplanter un cactus qui aura toujours un très petit système radiculaire. Supposons maintenant que vous décidez de vous semer un oranger dans la maison.
Alors, vous commencez à semer ça soit dans une caissette qu'on appelle, qui est une boîte où on sème plusieurs grains d'orange, mais à un moment donné, vous allez le transplanter dans un pot plus grand. Bien, il n'est pas nécessaire, au moment où vous partez du premier semis, là encore, de tomber dans le plus grand pot. Bien, vous pouvez passer par les pots intermédiaires. Disons, commencer par un pot de 4 pouces pendant un bout de temps, monter au pot de 6 pouces, grossir graduellement pour en arriver finalement à avoir un pot de 12 ou 14 pouces. Ce sont donc les besoins de la plante qui vont déterminer la grosseur d'un pot. Et il faut bien se mettre dans l'idée qu'on ne plante pas un bouquet dans un pot parce que le pot est beau. Il se vend sur le commerce actuellement beaucoup de beaux pots de plastique ou de belles urnes dans lesquelles souvent on place des bouquets à tort. Tout simplement parce que la plante n'est plus capable, par ses racines, de respirer. C'est le désavantage du pot de plastique pour un plant qui doit demeurer ou séjourner longtemps à l'intérieur de ce pot. Alors, il est beaucoup plus préférable pour les pots qu'on garde longtemps de les mettre dans des pots de grès. Mais vous allez me dire, j'entends tout de suite la remarque, mais le pot de grès, à la longue, il se détériore, il est moins beau. D'accord. Mais on peut, sans faire de dommage à la plante, le recouvrir d'un papier métallique quelconque, de couleurs variées, tout en tenant, à ce moment-là, même si le pot est recouvert, votre plante en excellentes conditions. Disons qu'on résume maintenant quelques conditions essentielles pour garder des bouquets dans une maison. Il y a une croyance qui dit qu'on doit arroser les bouquets souvent. Alors, il est complètement faux de dire qu'on doit arroser les bouquets souvent. On est mieux de les arroser moins souvent, mais plus à la fois. Pour une raison très simple. Imaginez-vous un bouquet qui est dans un pot qui est très grand. Alors, vous l'arrosez très peu, à la fois, mais souvent. Alors, l'eau va descendre très peu profond dans le pot, de sorte que le système radiculaire n'aura pas besoin d'aller chercher l'eau loin. Alors, si vous arrosez moins souvent et beaucoup, l'eau va traverser le pot complètement, ce qui forcera nécessairement les racines à descendre plus profondément, et à ce moment-là, le plant aura un meilleur système radiculaire. Il y a beaucoup d'autres théories. Par exemple, nos grands-mères disaient « Conservons l'eau de vaisselle pour arroser les bouquets, c'est excellent. » Alors, on parle beaucoup de pollution de l'air aujourd'hui. Il ne faudrait pas commencer quand même à polluer nos bouquets en jetant sur nos bouquets une eau d'abord qui est très sale ordinairement, qui contient du savon et des produits qui parfois peuvent être toxiques pour les plantes, et toute une foule de petites particules d'aliments qu'on retrouve là-dessus. Les feuilles de thé, c'est la même chose. Il reste un fait pour les feuilles de thé, c'est qu'à la longue, les feuilles de thé peuvent se décomposer, et ça fait de la matière organique, de l'engrais, autrement dit. Mais on reparlera d'engrais, et il y a des produits qui sont beaucoup plus avantageux et beaucoup plus sûrs que les feuilles de thé. Une autre condition maintenant que nos plantes ont besoin, surtout à ce temps-ci de l'année, c'est de lumière. La lumière, ça veut dire en quantité. Vous savez qu'une plante qui est placée dehors l'été a beaucoup de lumière. L'énergie lumineuse, disons, la plus grande source, c'est le soleil. L'hiver, le soleil, disons, dans nos maisons est beaucoup moins fort. Alors, il faut essayer de donner à nos plantes le plus de lumière possible. Comment on va leur en donner? Bien, d'abord, la première condition, c'est de les approcher le plus possible d'une fenêtre. Un bouquet peut être très beau sur un réfrigérateur, mais si le réfrigérateur en question n'est pas devant une fenêtre, bien, à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que la plante va manquer de lumière et tout simplement mourir probablement. Alors, la lumière, donc, est une condition essentielle. L'arrosage aussi est une condition essentielle. Et il y a d'autres remarques qu'il faut faire aussi. Il faut éviter, autant que possible, de placer des bouquets près des bouches de chauffage, les bouches à air chaud. Pour la raison très simple que les bouches d'air chaud créent continuellement des courants d'air qui vont faire transpirer la plante. Parce que vous savez qu'une plante transpire, donc elle rejette une certaine quantité d'eau par son feuillage. Alors, le changement continuel d'air va faire transpirer une plante beaucoup plus qu'elle ne le devrait normalement. Alors, il faut éviter ceci parce qu'on risque que la plante peut manquer d'eau à un moment donné. Une autre chose qu'il faut éviter, c'est de placer les plantes dans les courants d'air. Vous allez me dire, une plante ne peut pas attraper le rhume. C'est très vrai.
Mais au point de vue, si vous voulez, de son organisation, la plante, elle n'attrape pas un rhume comme tel, mais elle peut tout simplement attraper un refroidissement. Alors imaginez-vous, par exemple, que les orangers ou les cactus ou toutes les plantes tropicales vont pousser dans des climats qui sont beaucoup plus chauds que le nôtre. Alors ces plantes-là, n'étant pas habituées à des climats froids ou à des courants d'air froid, ont beaucoup plus de chances de mourir que si vous les placez dans un endroit qui est chaud. Alors disons qu'on résume les conditions essentielles pour bien garder une plante en appartement. D'abord, lui fournir suffisamment d'eau. Ce n'est pas le nombre de fois qui compte par semaine, mais la quantité qu'on lui met. Alors là encore, il faut tenir compte aussi un petit peu des conditions de la plante. Vous savez que dans un désert, un cactus ne demande pas beaucoup d'eau. C'est pas parce qu'il est rendu dans la maison qu'il va en demander plus. Alors l'eau est une première condition. La lumière est la deuxième grande condition qu'il faut respecter. La troisième condition, c'est la situation. Là, éviter les courants d'air, éviter les prises de chauffage qui créent des déplacements d'air trop brusques. Alors, au cours de la semaine, si le cœur vous en dit, vous pourrez écrire. On va avoir une formule de courrier où on essaiera de répondre à vos questions. Alors, dans vos lettres, vous devrez, autant que possible, nous donner le plus de détails possible. Je prends un exemple d'une lettre qui serait incomplète. Vous nous dites « Ma plante est jaune et elle est en train de mourir. Qu'est-ce que je dois faire? » Bien, d'abord, il faudrait essayer autant que possible de nous donner quelle sorte de plante vous avez et de nous décrire un petit peu les conditions dans lesquelles cette plante-là est placée. Est-ce qu'elle est à l'obscurité ou est-ce qu'elle est en pleine lumière? Est-ce que vous l'arrosez souvent? Est-ce qu'elle est bien plantée? Est-ce que vous lui avez mis de l'engrais depuis longtemps? Alors, c'est autant de conditions ou de petits détails que vous devez donner, autant que possible. Alors, pour nous rejoindre, vous n'avez qu'à adresser ça au titre de l'émission, Œillet et Chrysanthème, case postale 130, Normandin. Si vous ne vous souvenez plus du titre du programme ou de la case postale, il vous suffira d'adresser ça tout simplement à mon casier postal ou à mon adresse à Normandin, Jocelyn Michaud, Normandin, comté de Roberval, et on s'efforcera autant que possible dans les semaines subséquentes de répondre à vos questions. Et en même temps, vous en profiterez sûrement pour nous faire des suggestions. Alors, c'est tout pour cette semaine. Nous vous convions donc la semaine prochaine à une autre émission de Œillet et Chrysanthème. Bonjour. Bonjour, bienvenue aux affaires municipales. Cette semaine, nous vous accueillons en Blancheur avec un sujet quelque peu enneigé, le pont de glace de Saint-Thomas. Pour nous en parler plus amplement, nous avons le plaisir d'accueillir le maire de Saint-Thomas, M. Jean-Paul Darvaux. Bonjour, M. Darvaux. Bonjour. Dites-moi, est-ce que ce projet-là du pont de glace, est-ce qu'il origine de vous? Oui, c'est un projet qui a été tracé en 1954 et 1955 et que nous avons mis en application avec un pont de glace l'année dernière. Ce pont a été inauguré le 17 janvier 1969. Ah bon, donc ça date de l'an passé. Dites-moi, si on s'attarde quand même, ce projet a demandé des sommes assez élevées, est-ce que Saint-Thomas a été la seule paroisse à y participer? Non, les paroisses de Girardville, Saint-Edmond et Albanel ont contribué à nous aider à défrayer les dépenses pour ce pont de glace. Ah bon, et quel nom avait justement cette association? On avait nommé ça, ça a été nommé le Comité du chemin du Nord. Ah bon. Et dites-moi maintenant, quel a été exactement le coût de ce pont, par exemple, l'an passé, 1969, la première année où il a fonctionné? Ça a coûté environ 3 000 $. Ah bon.
Et dites-moi maintenant, la participation financière de chaque paroisse a été de combien cette même année, toujours? Les paroisses ont fourni environ chacun 1000 $. Ah bon. Et dites-moi, si on parle, les gens désirent se rendre à Chapèche, au Bougamau du secteur ou vice-versa, ceci représente combien de milles en moins pour les gens de Saint-Thomas, par exemple? Pour aller à la bordure sud de Chibougamau, ça nous raccourcit de 45 000 pour aller seulement. Ce qui veut dire qu'on a allé à Chapelle, aller-retour, ça nous raccourcit de 90 000. Ah bon. Et dites-moi, le pont commence à fonctionner vers quelle date et est-ce que c'est dangereux? Ça commence autour des fêtes, à Noël ou le jour de l'an. Et il n'y a aucun danger, puisque lorsqu'on a fait le tracé, un tracteur a traversé qui pesait 35 à 40 000 livres sur la glace, il n'y a aucun danger pour les automobilistes. Ah bon. Et si maintenant on considère, on regarde bien le pont là, on peut se rendre compte qu'il n'est pas tout à fait en ligne droite. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés quelconques? Nous avons été obligés de faire le pont de glace au pied du rapide pour être en eau morte qu'on appelle. Et nous avons fait le décotaillage qu'on appelle dans les côtes pour être capable de monter sur les hauteurs. Le pont réel n'est pas à sa place. Ah bon. Et dites-moi justement, est-ce qu'il y a lieu de croire que ce pont de glace-là va donner lieu à un projet plus important, c'est-à-dire un pont qui serait permanent, lui? Oui, c'est un projet pour un pont permanent. Il y a eu un tracé de fait il y a quelques années qu'on voit la colline, qui suit la colline et qui traverse tout droit, qui donne une traverse de 275 pieds, tandis qu'ici, on a au-delà de 1000 pieds de traverse. Ah bon, et dites-moi, ce projet-là, est-ce que vous avez un plan quelconque? Est-ce qu'il est rendu auprès du gouvernement? Oui, on a déjà fourni un plan, mais les ingénieurs du gouvernement doivent venir dans le courant de l'hiver pour déterminer la place réelle où le pont devra aller. Ah bon, est-ce que vous êtes optimiste quant à savoir si ce sera Saint-Thomas qui obtiendra ce pont? Je crois qu'on a beaucoup de chance parce que j'ai fait la rivière un peu tout le long et je vois pas d'autres places qui sont avantageuses pour construire un pont. Ah bon, je vous remercie, M. Darvaux. Mais dites-moi, une dernière question, là, où exactement ce pont de glace, là, si on continue le chemin, où est-ce qu'il débouche exactement, sur quelle route principale? La barrière sud de Chibougamau. Ah bon, je vous remercie, M. Darvaux, de vous être prêté à cette interview. Merci, au revoir. Merci, bonjour. C'est déjà tout pour notre émission. J'espère que les renseignements ont su vous plaire. Cette émission a été réalisée avec la collaboration de Claude Delorme, Ghislaine Boivin, Régent Morin, ainsi que moi-même, animatrice Lisette Tremblay. Alors, à la semaine prochaine pour les affaires municipales. Voici, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un bulletin spécial qui vient tout juste de parvenir à notre salle de dépêche. Nous avons dans la municipalité un comité culturel des plus actifs, un comité culturel qui veut faire participer la population à différentes manifestations artistiques dans les prochains jours. En plus du spectacle de marionnettes prévu pour dimanche le 31 janvier en la salle du cinéma Le Foyer de Normandin, le comité culturel du secteur, en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles, présentera 2 expositions en la salle du gymnase de l'école secondaire de Normandin. Une première exposition portera sur les photographies. En effet, 150 œuvres différentes de 53 artistes de notre pays présenteront cette exposition en la salle du gymnase de l'école secondaire de 7h à 10h tous les soirs du 23 janvier au 31 janvier inclusivement. La seconde exposition concerne les peintres de la région du bas du fleuve et de la Gaspésie. Nous aurons une multitude de tableaux exposés et cette exposition se tiendra toujours au même endroit, en la salle du gymnase de l'école secondaire de Normandin, du 27 au 31 janvier inclusivement, et toujours de 7h à 10h. Nous vous invitons en grand nombre à venir sur place constater les œuvres de nos artistes. C'est dimanche le 17 janvier 1971 que le Canal 4 rendait visite au 3e Salon international de l'auto à Montréal, où 240 000 visiteurs sont attendus cette année, comparativement à l'an dernier, où 220 581 personnes avaient visité le 2e salon. C'est sur une superficie de 230 000 pieds carrés que l'on pouvait admirer 300 modèles différents, représentant 8 pays, outre le Canada et les États-Unis. 19 compagnies présentaient une gamme complète de leurs voitures, telles que la General Motors, Ford,
Chrysler, Volkswagen, Datsun, Toyota, American Motor, British Leyland, Renault, Fiat, Mazda, Peugeot, Mercedes-Benz, Citroën, BMW, Manic, Ferrari, Maserati et Rolls-Royce. Regardons ensemble quelques-uns de ces modèles. Voici maintenant l'Alfa Romeo. Je crois que c'est l'Alfa Romeo Montréal, la nouvelle, celle qui était promise à l'Expo 1967, qui sera sur le marché canadien en 1972. L'Alfa Romeo est conçue par Berton. Elle possède un 8 cylindres de 2593 cm3, ou ce qui veut dire dans notre système américain 159 pouces cubes. Disons que c'est un moteur semblable au moteur de course qu'avaient les fameux Alfa 33. Cette voiture, entre autres, a une vitesse maximale d'environ 138 000 à l'heure. On peut voir ici le cockpit, l'intérieur. Mais disons que malgré ces 138 000 à l'heure, la sécurité et le confort n'ont pas été négligés chez Alfa Romeo. Oui, je crois que c'est une voiture qui est assez sécuritaire. C'est ce qu'on dit. Peut-être que Jacques Duval, dans ses prochaines émissions, va l'essayer. C'est une voiture qui va chercher dans les 12 000 approximativement. Nous voilà maintenant, on est transporté en Angleterre. C'est la compagnie British Leyland qui présentait 14 modèles au salon. Ici, on voit la fameuse Triumph Spitfire Mark IV pour les amateurs d'autosport. Disons que c'est une 4 cylindres avec 2 carburateurs SU qui possède une transmission 4 vitesses synchronisée, suspension indépendante sur les 4 roues. Disons que le modèle qu'on voit ici, c'est-à-dire la Triumph Mark IV, possède une carrosserie arrière complètement modifiée. La suspension arrière aussi a été retouchée. Le pare-brise a été agrandi. C'est une voiture qui... Les phares ont été modifiés aussi, je crois. Je sais pas. Ici, on voit la Jag XKE. Ça, c'est, disons, la reine des voitures sport chez BMC. Ça me fait penser un peu à celle-là que le docteur Simon aura ici. Disons que c'est à peu près ça. Pas fin de publicité. Ça va chercher dans les 6 500 $ environ. C'est un 6 cylindres avec 3 carburateurs SU toujours. Passant à la petite Spitfire qu'on a vue tantôt, la Triumph, elle possède des freins à disque seulement qu'en avant. Disons ici, on passe à la MGB. La MGB qui est un 4 cylindres, disons, un peu plus cylindré que la Spitfire, la Triumph.
des freins à disque à l'avant. C'est tout ce qu'on sait sur elle. Je sais que c'est Quality Automobile qui va avoir l'agence, qui va être dépositaire à Montréal. C'est complètement nouveau. Seulement 14 000 piastres. Alors, c'est un peu cher, mais on ne sait pas encore ce que c'est exactement. C'est du bon sens. Oh là, on a une belle vue d'ensemble. Hein? On peut montrer comment est-ce qu'il y avait du monde cet après-midi-là au salon. Entre autres, la journée que le Canal 4 a visité le salon, le 3e salon de l'auto, on a eu une journée record, c'est-à-dire que le chiffre s'évaluait à 50 200 quelques visiteurs. C'était une journée record. Au point de vue exposition, Montréal n'a jamais comment connu ça. Ici, on est rendu au Japon, Datsun, la 240Z. Cette voiture assez dispendieuse dans la catégorie sport. Disons qu'actuellement, elle est assez populaire. C'est sa 2e année sur le marché. La compagnie même ne fournit pas à la demande. Oui, je crois que l'an dernier, elle finançait au Salon de l'automobile. Hein? Oui, l'an dernier, c'était sa première au Salon international à Montréal. Et disons que c'était la première attraction du 2e salon l'an dernier. Ça, c'est encore des prototypes faits par la compagnie Datsun, encore. Encore une belle vue d'ensemble. C'est la Datsun 1200, je crois, ça. Oui. C'était impossible d'avoir une très bonne vue d'ensemble. Il y avait trop de monde. Nous voilà maintenant chez Ferrari. Excusez. Ferrari présentait un prototype, le Modulo. Une voiture complètement nouvelle. C'était assez avant-gardiste. Même si elle est avant-gardiste, cette voiture va être sur le marché canadien pareil en 72 aussi. On en parle. Mais actuellement, elle est au stage de prototype. La forme de la carrosserie a été complètement dessinée et calculée pour... en fait, on peut dire que c'est une réussite d'aérodynamisme. Disons que cette voiture prototype de Ferrari est de type 512. Elle possède un moteur V12 avec 4 arbres à cam en tête. Ce V12 possède 48 soupapes, c'est-à-dire 4 soupapes par cylindre, avec une injection indirecte Lucas. La boîte de vitesse comprend 5 vitesses d'avant plus la marche arrière. Quand on parle de voiture prototype, c'est-à-dire que cette voiture ne pourrait être acceptée dans une compétition internationale dans la classe des modèles sport. C'est-à-dire que pour être acceptée dans une compétition internationale catégorie voiture sport, il faut que la voiture soit homologuée, c'est-à-dire qu'il y ait au moins 750 modèles de construits. Maintenant, nous voyons présentement une Montego par Ford avec un Terrajet en arrière. Hein? Oui, un tout-terrain dans la valise. Disons que c'est un modèle Cyclone 1971 qui a été modifié et par le fait même est devenu une voiture expérimentale. Disons que on a travaillé surtout le côté sécurité. Et parmi les dispositifs de sécurité, justement, qui équipent ce cyclone expérimental, citons les feux de signalisation intérieure, en plus des feux arrière habituels, pour accroître la visibilité de nuit. Ensuite, on a aménagé des grilles d'aération visant à éliminer toute trace d'odeur pouvant émaner d'un engin de sport à moteur à essence transporté à l'arrière, comme ce tout-terrain, par exemple. Ou encore un skidoo, etc. Oldsmobile. Nous sommes maintenant dans le département de la General Motors. Ici, nous voyons un moteur 1971 qui équipe les Oldsmobile Delta 88 et les Oldsmobile 98. C'est un moteur qui fonctionnait d'ailleurs et tout vu en coupe, on pouvait admirer tout le fonctionnement interne du moteur de l'Oldsmobile. D'ailleurs, le président de la General Motors, M. Waters,
a révélé qu'en 1971, la General Motors projette de dépenser plus de 160 millions sur la pollution de l'air afin d'enrayer ce mal. Ici, nous voyons la Vega 2300 coupée, en vue coupée. La suspension fonctionnait, le moteur fonctionnait, toujours vu en coupe. Et on pouvait voir réellement le fonctionnement de la Vega et les caractéristiques, les nouveautés de 1971. Chez General Motors, entre autres, il faut citer qu'en 1971, toutes les voitures GM sont équipées de freins à disque à l'avant. Et ça, c'est dans l'équipement standard, non pas option. C'est ce qu'on dit qu'en 1969, la production totale de voitures de touristes et de camions de la General Motors a été de 498 022 véhicules. Le taux de production horaire à Oshawa est de 110 automobiles et camions. À Sainte-Thérèse, au Québec, il est de 30 à l'heure. La Vega que nous voyons actuellement devant nous a un poids de 2190 livres. Son moteur de 140 pouces cubes développe 90 chevaux. Mais on sait qu'un 110 chevaux est aussi disponible en option. Le système de On break, pouvait voir même de l'autre côté, là, actuellement on ne le voit pas, mais on pouvait voir la transmission Powerglide automatique 2 vitesses, complètement coupée. On la voyait fonctionner. C'était pas mal bon, c'était vraiment formidable. On voit ici les freins à les disque. freins à disque à l'avant. Nous allons maintenant assister à une entrevue avec le chroniqueur sportif bien connu dans le milieu du sport automobile, Pierre-Luc du Montréal Matin. Il lançait son nouveau volume RPM. Vous étiez journaliste déjà avant de participer à la course d'une manière encore plus active en lançant ce livre. Bon, j'étais journaliste au tout début dans le domaine des spectacles et c'est il y a quasiment 10 ans de ça maintenant. Ce livre-là, c'est, si vous voulez, l'ensemble d'une somme de travail depuis 10 années, quoi. Des photos et des notes que j'avais dans mes archives. Alors, pourquoi RPM en anglais et en français? Eh bien, l'éditeur a voulu toucher un marché un peu plus considérable et voulait qu'il y ait de l'anglais. Il y a seulement il y a 2 tiers de français et 1 tiers d'anglais. Et essayer de trouver un titre qui fasse anglais-français pour pas qu'on soit obligé de répéter le titre à la une. RPM, je pense que c'est international comme formule. Alors, j'étais bien d'accord avec le titre. Est-ce que je peux m'exprimer ici, vous étiez un peu tanné de voir seulement des magazines à 75 sous, disons, en anglais, puis ça vous a encore poussé à dire, bon, ben moi, je suis Canadien-Français, ben là, me lancer, moi aussi, il faut que je fasse ma marque un peu. Mais écoutez, il y a longtemps que j'étais tanné de ça, parce que il y a 5 ou 6 ans, j'ai lancé un magazine, ensuite un journal, j'ai lancé un magazine pour adolescents, et ensuite un journal sur le sport automobile. Ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons, dont des raisons monétaires, évidemment. Ça, c'est la suite de toutes ces idées que j'avais au départ. Est-ce que vous pensez que ça va promulguer le sport automobile au Québec ou à travers le Canada? Bon, j'aurais pas cette prétention-là. J'essaie d'apporter ce que je peux. Vous savez, un travail comme ça, c'est toujours un peu un travail égoïste. Hein? On veut voir ce qu'on est capable de faire. On voudrait faire la synthèse d'un travail de nombreuses années. Ce que ça va rapporter, je ne sais pas encore, mais tant mieux si ça peut donner le goût à d'autres gens de s'intéresser au sport automobile. Est-ce que vous pratiquez vous-même la course automobile? Oui, dans des petites voitures, je le fais pour m'amuser. Alors, on va vous souhaiter bonne chance, et bonne chance avec RPM. On encourage tout le monde à l'acheter. Seulement 4 $. Ah ouais? RPM.
Maintenant, nous sommes dans le département des voitures de course. Actuellement, nous pouvons voir un Formule type B McLaren. Disons que les McLaren ont été conçus par le regretté Bruce McLaren, qui est décédé cette année en compétition. C'est un jeune ingénieur de 37 ans. Et on sait la popularité de ces voitures en compétition internationale et tous les honneurs qu'ont remporté ces voitures. Actuellement, on voit le moteur de la McLaren, qui est un 4 cylindres avec 2 arbres à cam en tête. Ici, nous voyons la fameuse voiture de Al Unser qui a remporté des honneurs aux 500 000 d'Indianapolis cette année. C'est une Formule ND. Et disons que la réglementation pour les formules ND est de 5500 cc, donc le moteur est doté de 5500 cm3 sans compresseur. On voit ici Al Unser, une photo de Al Unser derrière la barre de protection. Cette formule, c'est une Johnny Lightning Special, hein? Oui, elle a été surnommée comme ça. Ah bon? Disons que c'est une formule qui vaut dans les 125 000 $. Suspension, hein? La suspension avant, on peut voir la géométrie de la suspension avant. Maintenant, nous allons avoir une entrevue avec Paul. Oui. Puis, tout ce que j'ai à vous demander, parce que j'ai aucune question en tête, qu'est-ce que vous allez faire dans le futur? Dans le futur immédiat ou lointain? Eh bien, je pars après le salon pour aller faire les 24 heures de Daytona Beach avec ma nouvelle Porsche 914. Je ne l'ai jamais encore essayé. J'espère qu'on va être un peu plus chanceux que l'an prochain. Je compte plus tard faire toute la série des courses internationales en Amérique du Nord, des courses d'endurance, soit Sebring, Watkins Glen et Mont-Tremblant, ou peut-être Mosport, et aussi les épreuves du championnat Laurentide ici au Québec. Et je vais évidemment continuer mon émission de TV Prenez le volant aussi longtemps qu'on voudra bien m'offrir un poste à Radio-Canada. Et on espère l'améliorer, c'est-à-dire avoir l'émission en couleur dès le printemps prochain. Et mon livre, mes activités comme chroniqueur automobile. Plus tard, si vous parlez dans quelques années, j'ai encore aucune idée de ce que je vais faire exactement. Peut-être une question qu'on vous a posée maintes et maintes fois, mais quelle est la sensation d'un conducteur avec sa machine en pleine course? Eh bien, si on m'avait posé cette question-là au tout début, lorsque j'ai commencé à faire des courses, ce serait peut-être plus facile de répondre. Maintenant, dans mon cas, c'est un petit peu devenu, peut-être pas professionnel, mais presque un métier, parce que j'en fais parallèlement à ma carrière de chroniqueur automobile, parce que je pense que ça donne plus de crédibilité à ce que je peux faire. On se sent évidemment, je pense que les conducteurs qui ne se sentent pas nerveux dans une course, ou avant le départ, plus exactement, sont des conducteurs qui n'ont pas l'occasion souvent de demeurer en course très longtemps, parce qu'il leur arrive des accidents très sérieux. Alors, j'ai nécessairement des palpitations, comme on dit, des papillons, avant le départ de chaque course. Mais une fois que la course est lancée, une fois que le départ est pris, il n'y a absolument aucun problème. On se concentre sur ce qu'on a à faire parce que la course automobile, ça ne permet pas d'avoir un dixième de seconde d'inattention. Alors, ça se résume à ça. Moi, je fais surtout des courses d'endurance. Dans les épreuves plus courtes, c'est pas du tout la même chose parce que là, on se bagarre beaucoup plus pour une durée de 15 ou 20 minutes. Il faut y aller encore plus fort. Tandis que dans une course d'endurance, il faut planifier les arrêts, étudier sa position et savoir exactement comment traiter la mécanique pour pouvoir finir la course. Est-ce que vous faites vraiment unité avec votre machine ou est-ce que c'est la machine qui fait unité avec vous? Non, moi je considère que la course automobile c'est un petit peu comme le ski. Il faut faire unité avec la machine, il faut faire corps avec la voiture. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne pourront jamais être pilotes de course et d'autres peuvent l'être. C'est une chose qu'on ne peut pas souvent apprendre, on peut se perfectionner, mais on l'a ou on ne l'a pas au départ. C'est-à-dire qu'on ressent une voiture. Moi, j'ai la faculté de sortir sur le Mont-Tremblant, de faire 3 tours avec n'importe quel genre de voiture, comme celle que j'essaie chaque semaine. Et après 3 tours, disons que c'est peut-être pas le plus vite qu'on pourrait aller avec cette voiture, mais en autant que je suis concerné, j'ai extrait le maximum de cette voiture-là, parce que je sens bien à quel moment elle commence à déraper, elle commence à lâcher dans les virages. J'analyse le freinage, je repère assez rapidement les points de freinage. Alors pour ça, il faut vraiment faire corps avec
une auto, faire unité avec la voiture. Est-ce que vous avez un certain conditionnement physique avant une course? Pas tellement, disons qu'il suffit de dormir beaucoup les jours qui précèdent la course, de manger en conséquence, de prendre un excellent repas, rien de trop lourd. Et puis, pour ne pas trop être nerveux, d'essayer de se remémorer le circuit avant de commencer, surtout si c'est des circuits qu'on ne connaît pas tellement. D'essayer aussi de penser quelle est la compétition la plus immédiate, de voir où cette compétition pourrait être éliminée, c'est-à-dire où on pourrait s'attendre à ce que le conducteur fasse des erreurs. Alors on essaie de répéter comme une pièce de théâtre, peut-être le texte, le scénario de la course avant qu'elle n'ait lieu. C'est ça qui est le conditionnement dans mon cas. Finalement troisième, et Rodriguez a été dépassé par le jeune François Sévère sur manche. Ne sera pas plus chanceux et il devra s'arrêter longuement pour faire changer un amortisseur cassé. Entre-temps, John Turkey effectue. Cependant, quelle qu'elle soit, les voitures doivent être l'objet d'une préparation méticuleuse avant d'être admises sur la piste. Pendant que les mécaniciens s'affairent autour des suspensions, des moteurs et des boîtes de vitesse, les pilotes essaient de se remémorer les difficultés du circuit. Avec ses virages inclinés et ultra rapides, le circuit de Daytona Beach exige non seulement un ajustement spécial des suspensions et le changement des rapports de la boîte de vitesse, mais une carburation bien au point. Les variations de température entre la nuit et le jour peuvent influencer le rendement du moteur. Je suis à 8000 tours minute à la sortie de l'anneau. Voilà le genre de dialogue qu'échangent les conducteurs pendant les essais. Même lorsque la mécanique est à la satisfaction des pilotes, il reste encore 1001 détails à vérifier avant le départ. Des roues bien boulonnées, des pneus neufs gonflés à la pression requise, une position de conduite confortable, des phares bien ajustés et protégés durant le jour contre les projections de pierre, etc. Selon le règlement international, même le poids de la voiture doit être conforme à celui annoncé par le manufacturier avant que l'on puisse recevoir le laissez-passer qui vous donne droit de participer à la course. Et finalement, après 3 jours de préparatifs, les voitures sont prêtes pour la grande aventure. Les mécaniciens ont fait leur travail, la parole est aux pilotes. Règle générale, 2 conducteurs sont assignés à chaque voiture et ceux-ci demeureront sur le qui-vive pendant 24 heures afin de se relayer au volant lors des arrêts pour le plein d'essence et les vérifications d'usage. Mécaniciens, équipiers et chronométreurs seront également en alerte. 65 voitures de 4 catégories différentes prendront le départ. Dans l'allée des stands de ravitaillement, celles-ci sont placées dans un ordre correspondant à leur temps de qualification. Alignées en rangée de 2, on retrouve les voitures les plus rapides en tête de file. Mario Andretti sur Ferrari s'est qualifié. Nous espérons que ce reportage vous a plu. À l'occasion, le Canal 4 se fera un plaisir, dans la mesure du possible, de vous présenter des événements provenant de l'extérieur du secteur. Ici, Laval d'Alain. C'est Michel Savignac qui vous dit Au revoir. Et à la prochaine. Pour un tour de reconnaissance. On en profite pour réchauffer le moteur, les freins et les pneus, tout en conservant sa position.